Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On attend un tout petit peu à chaque fois. Twitch est un petit peu en retard par rapport à YouTube, donc je me permets de prendre quelques secondes avant de vraiment démarrer. Installez-vous correctement. Salut les amis. Milieu de saison, on adore ce changement à l'heure d'hiver qui nous permet d'encore mieux profiter des matchs NFL, profiter du futur Hall of Famer Jameis Winston qui humilie le quarterback à 250 millions de dollars des Sean Watson, ou encore profiter d'une démonstration de play calling de Détroit qui prouve qu'on peut écraser son adversaire avec un quarterback à moins de 100 yards à la passe, profiter des touches-push et du florilège de points offerts à Jalen Hurts et priver peut-être à votre adversaire qui avait Saquon Barkley. Maintenant que tout ça est passé, détendez-vous, servez-vous un petit verre et profitez du débrief du week-end de la semaine 8 de NFL, maintenant sur Fantasy Ballers. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est le 28 octobre. C'est la 199e session de Fantasy Ballers, épisode de Fantasy Ballers. Et qui dit 199 dit bientôt 200e. C'est pourquoi mercredi soir, on vous fait un petit épisode anniversaire un petit peu spécial. Soyez au rendez-vous, on va se marrer, quelques anecdotes, quelques débats un peu houleux, comme d'habitude chez nous. En tout cas, on va essayer de faire un 200e épisode digne de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire plein de bruit, plein d'engueulades. Et qui dit engueulade dit monde, évidemment. Et dans l'équipe de Fantasy Ballers, on a une personne qui aime bien ces débats-là. Il est avec moi ce soir. C'est pas Marc, c'est pas Antoine, mais c'est Lucho. Lucho, c'est pas Alexandre qui te parle, c'est Franz. J'espère que tu vas pas te planter ce soir. Ah, je vais essayer de pas me planter, ouais. Mais après, il y a des airs de ressemblance, hein, on dirait que vous êtes frères un petit peu. Non, mais en fait, lui, il a plus de cheveux, alors que moi, je décide de les enlever. C'est pas du tout la même chose. C'est Qu'on c'est soit c'est clair. vrai qu'on a des photos de toi avec des cheveux, c'est vrai, c'est vrai. Et Ouais, j'ai c'est quelques vrai. photos de lui avec des cheveux aussi, mais c'était des C'est super. Polaroids de 1960, donc on va éviter de mentionner. Oh, c'est pas bien. Petit bisou à On Alex, on doit pas dire évidemment. de mal des absents comme ça, c'est pas bien. Non. Comment tu vas, Lucho? Ça va, nickel, nickel, nickel. Est-ce que toi aussi, tu as bien profité de ton week-end avec des matchs un peu plus tôt que d'habitude? Ouais, j'en ai pas profité autant que je pouvais parce que j'étais pas à la maison, donc j'en ai pas profité comme il fallait, mais je me suis rattrapé sur la deuxième partie de la soirée et là, c'était cool. J'ai vécu, le Hail Mary, de folie, en live et ça, c'était top. C'était pas un Hail Mary de Brock Purdy, c'était un Hail Mary. Ah non, ah non. Mais ton week-end fantasy, correct? Correct. Des hauts, des bas, Non, comme toujours, mais normalement, victoire en trophée FB, c'est ça le plus important, on va dire. t'as bien de la chance. On va parler de ce dont tu as besoin peut-être pour cette nuit. En tout cas, nous ne sommes pas que deux ce soir. Mon fidèle partenaire du lundi soir, Aptine, est bien présent. Comment tu vas, Aptine? Bonsoir, j'ai cru que j'allais jamais passer à l'antenne, j'allais éteindre l'ordi. La forme, bon week-end? T'as pu Ouais, très profiter, bon toi? week-end. Ouais, mais après, il y a trop de trucs. Il y avait Formule 1, NBA, j'étais sur, c'était à la NASA chez moi, mais non, tout s'est bien passé. Et j'ai beaucoup gagné en fantasy. Ça faisait quelques semaines où j'étais pas autant de verre. Eh ben, t'as bien de la chance. Moi aussi, j'ai bien pu profiter aussi de la NBA. J'en parlais pendant le warm-up. Puis profiter de la première victoire de Wemby de la saison, de Charlotte qui joue un peu mieux que d'habitude. Enfin, ça me change de dire que Charlotte joue un peu mieux que d'habitude, donc j'en ai profité pour glisser ça dimanche. Ça fait un tout petit peu plaisir quand même. Les amis, on a un programme un petit peu chargé ce soir. On va tout de suite passer aux résultats du week-end, comme d'habitude. Mais avant ça, je voudrais quand même parler du match de cette nuit. Match qui est l'air de rien important d'un point de vue fantasy. Je pense qu'il y en a certains qui ont des joueurs côté Giants et côté Steelers.
Aptine, toi d'abord, évidemment, notre Steeler de chez Fantasy Ballers. Qu'est-ce que tu attends de ce match? Est-ce qu'il y a des joueurs que tu attends particulièrement d'un point de vue fantasy? J'attends la confirmation de Wilson. Après, plus on voit les Jets et plus on se dit que c'est vraiment pas une bonne équipe, donc c'est pas forcément une bonne référence à prendre. Mais j'attends juste vraiment la confirmation que c'est le QB sur lequel on va miser jusqu'à la fin d'année et pas juste se faire peur. Et dès que ça joue pas bien, on se dit l'autre va rentrer. Donc j'attends juste la confirmation vraiment de Russell Wilson sur ce match. Lucho, plutôt côté Giants, du coup, est-ce qu'il y a des joueurs que tu as et que tu as titularisés? On sait que chez Fantasy Ballers, il y a 2 religions. Il y a ceux qui ont un peu peur des matchs du lundi. Je sais pas si tu fais partie de ceux-là, mais est-ce que tu as des Non, joueurs là-dedans? j'ai pas forcément de grosses attentes. Sur les match-ups que j'ai, c'est soit je suis très loin derrière, soit je suis assez loin devant, donc je suis plutôt confortable. Mais j'attends quand même Neighbors pour ce soir, pour confirmer ma victoire en trophée FB. Malik Neighbors pour Lucho. C'est ça. Et là, pour vous deux, si George Pickens, qui on va dire, qui est revenu un petit peu à son niveau réel la semaine dernière avec l'arrivée de Russell Wilson, Aptine, est-ce que George Pickens, c'est la semaine où il devient un titulaire indiscutable en fantasy? Oui, j'aime bien comment tu as tourné ça, mais je dirais que oui, parce que la semaine dernière, on savait pas justement ce que ça allait donner, et avec toutes les semaines foireuses qu'il avait faites, bah, t'étais pas forcément à l'aise. Donc là, je pense que oui. Après, il faut vraiment pas oublier, ça je vais beaucoup le rappeler, c'est la deuxième partie de saison de Steelers, ça va être très 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 difficile. Donc est-ce que c'est peut-être pas le bon moment de le vendre après une bonne prestation ce soir? C'est aussi possible. Lucho, c'est le dernier match de Daniel Jones ou Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit son dernier match. Après, il va falloir à un moment donné qu'il perfe quand même un petit peu, mais je vois pas. Non, je pense pas que ce soit son dernier match quand même pas. Pas à ce point-là. Je pense pas non plus. qui tu vois gagner, Lucho, ce soir? Les Steelers. Tu l'as mis en pick-em? Ouais. Ah, et mon piquet, on va pas en parler parce qu'il est moche cette Ah, semaine. mais je pense qu'il est dur pour beaucoup de monde. Il est moche. Aptine, Steelers également? Ouais, Steelers également. Ouais, Steelers pour moi aussi. On voit pour ceux qui nous écoutent en podcast, on voit un petit visuel avec tous les résultats du week-end, notamment des résultats un petit peu surprenants. Alors, messieurs, on parle juste pendant un petit instant de vrai NFL. Quel est le résultat qui vous surprend le plus, Lucho? Quel est pour toi le résultat qui ressort de ce week-end? La victoire des Browns face aux Ravens. Bon, alors il y a eu quelques circonstances atténuantes dans le sens où les Ravens n'avaient pas leur titulaire en DB, mais ouais, grosse victoire des Browns avec Jameis Winston et ça, franchement, pour moi, c'était une grosse surprise. Aptine, est-ce qu'il y en a un qui ressort de résultat? Je dirais la défaite des Jets. Enfin, tu sais, ça fait partie de l'équipe sûrement la plus hypée à l'entrée de la saison, Ouais. avec un Rodgers à 100% et qui se blesse pas, avec l'armada de receveurs qu'il avait, Davante Adams qui le rejoint. Tout ça pour rien du tout, mais littéralement rien du tout. Je pense que là, c'est autant arrêter quoi et vendre tes joueurs, parce que tu as quand même énormément de joueurs, et je pense qu'il n'y a rien d'attiré des Jets cette année. Alors, on va en reparler. Après, historiquement, c'est incroyable. Belichick, Brady, Jacoby Brissett, Drake May, Jerome Mayo. À la fin, c'est les Patriots qui gagnent contre les Jets. Ça, c'est malheureusement pour les fans des Jets incroyable à quel point la Nouvelle-Angleterre a la recette pour battre ces pauvres New-Yorkais. Les J'ai vu années une stat se tout à suivent. l'heure, alors je sais pas, j'ai pas été vérifier la stat, hein, mais apparemment, c'est la première défaite sur plus de 750 matchs ou quelque chose comme ça, où une équipe gagne de 20 points, sans turnover, et quelque chose comme ça, mais qui arrive à perdre tout de même. Et c'est la première fois que ça arrive. Je te dis en 750 matchs, je crois, si j'ai pas de bêtises. J'ai vu une stat comme ça tourner tout à l'heure, et c'était incroyable. Incroyable. Cette défaite, elle est. Bah, je sais pas. Moi, franchement, celle-là, c'est pareil, c'est une grosse surprise pour moi. Et le pire, c'est que c'était certainement un match à ne pas perdre pour les Jets pour la suite de la saison. Elle fait très très mal. Je fais un petit coucou au chat. Merci à tous ceux qui sont présents en live. Sakoul, Pierrot, Nimodo, Rolamiral, Lala Packers, le chef Major Milou qui est bien présent.
qui dit d'ailleurs qu'il lui faut 22 points combinés de Pickens et la défense de Pittsburgh pour pouvoir gagner. Il a pris le bouillon par Ladd McConkey. Ça tombe bien, grand chef, Ladd McConkey est un des thèmes de la soirée. Continuons tout de suite avec maintenant on va dire un visuel dont vous avez l'habitude. Les tops, les flops et les waivers All-Star. Waiver All-Star étant ceux que vous avez pu prendre la semaine dernière ou que vous voulez prendre cette semaine s'ils sont encore disponibles. Et bien vous en a pris. Lucho, il y a un top dont j'ai envie de parler tout de suite. On l'a dit un peu dans la présentation, c'est Jalen Hurts. Jalen Hurts, c'est 3 semaines d'affilée avec un score, et notamment il est QB8, QB4, QB1, 3 semaines d'affilée. On parlait de Saquon Barkley au début de la saison, qui allait prendre les touchdowns en red zone, ou en tout cas proche de la goal line, parce qu'il n'y a plus Kelsey en centre. Le touche-push est encore vivant, Lucho. Bien on en a pris à tous ceux qui ont pris Jalen Hurts. Ouais, est-ce que tu peux me parler de ces stats un petit peu hors touche-push? Alors, c'est bien, merci. Tu me mets dans l'embarras. Je n'ai pas préparé cette question. Si j'ai pas de bêtises, il est à moins de 60 ou 70% de complétion sur ce match-là. En gros, tu lui enlèves le touche-push, il doit être à allez, 15 ou 16 points. Les 3 derniers matchs, je peux te dire qu'il est à 16 sur 25 à la passe, 10 sur 14, 16 sur 20, mais 5 touchdowns à la course sur les 3 derniers matchs. Après, c'est Et pour ça qu'on prend assez 4 haut. à la passe quand même. Ouais. Non, après, il revient, les Eagles reviennent à un bon niveau. Le score de ce week-end, franchement, il m'a beaucoup surpris parce que je pensais vraiment que les Bengals allaient faire quelque chose. Mais après, voilà, les Eagles reviennent en forme et c'est une très bonne chose pour Hurts et pour tous les managers qui l'ont en fantasy. Maintenant, voilà, c'est le retour du touche-push et ça se voit tout de suite dans ses scores. Il fait des scores comme les autres années, donc tant mieux pour ceux qui l'ont. C'est une très bonne chose. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? Est-ce qu'à un moment donné, Barkley va pas venir en disant oh les gars, je suis là aussi? Parce qu'il faut pas l'oublier quand même. Il a fait ses preuves, il a été bon sur certains matchs. C'est dommage que l'offense des Eagles ne lui fasse peut-être pas un peu plus confiance dans la red zone. Je suis pas vraiment d'accord. Au final, tu vois que Barkley, c'est un garçon intelligent qui pouvait exposer son record de yards il y a 1 ou 2 semaines. Il l'a pas fait justement parce qu'il pense à l'équipe. L'équipe gagne. Je pense que là, ils s'en foutent de pas prendre un TD sur la goal line. J'espère. Et que quand tu vois Jalen Hurts en touche-push, bah, il y a le touche-push. Donc au final, faut compter ces trucs-là. Ça marche je quand même. me rends juste compte que 15-16 points, quand tu as mentionné son touche-push, c'est pas ouf. Ça tabasse pas Hobbs. Donc continuez. Ouais, ça marche. Je pense que Sirianni, il s'en fout finalement. Clairement. Donc ça fonctionne. Et finalement, Barkley, c'est un running back qui a fait des big plays depuis le début de la saison. C'est un mec qui a réussi à faire des très grandes courses, qui arrive à perturber la défense par ça. On n'a pas peur en 3e et 5 de lancer Barkley, par exemple. Et c'est ça qui est difficile pour les coordinateurs défensifs en face. Aptine, moi, je voudrais que tu nous parles un tout petit peu des Bills. Bills, qui est, d'un point de vue fantasy, est une équipe qui est beaucoup plus complète qu'on ne l'avait imaginé, je pense, au début de la saison. On se demandait qui allait recevoir les ballons. On se demandait si James Cook pouvait confirmer. Là, on regarde la semaine 8 contre Seattle, qui n'est pas non plus ridicule, qui était le numéro 1 de sa division ce week-end. Et au final, on a un James Cook à plus de 25 points. On a un Josh Allen qui confirme son statut de grand quarterback. Keon Coleman qui a un touchdown. Khalil Shakir qui a un touchdown. Amari Cooper qui est dans les flops là, parce qu'évidemment, on s'attendait à ce qu'il ait beaucoup plus de ballons end zone. Mais est-ce que, tout le monde est startable dans les Bills de moving forward? Ou 2, est-ce que tu es inquiet d'Amari Cooper? C'est quoi ton sentiment sur l'attaque des Bills? Non, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont startables. Moi, Shakir, je l'ai dans quelques ligues où je le starte à chaque fois parce que c'est typique dans plein de ligues. En fait, tu as des flex, tu as plusieurs personnes, enfin, tu as vraiment beaucoup de personnes que tu peux starter par rapport au format. Et c'est vraiment un mec que tu te dis, bon, généralement, c'est un peu boom or bust, mais ça fait beaucoup de boom au final. Donc, tu vois, tu vas te réveiller, il va te ramener 15-20 points parce qu'il a un long TD et 2-3 catchs importants. Amari Cooper, pour moi, c'est juste une question un peu qu'ils prennent vraiment le pli. Après, ils ont gagné assez facilement et rapidement. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de forcer sur Amari Cooper? Je pense pas. Donc, est-ce que tout le monde est startup? Je te dirais que oui.
Là, il y a le scénario du match aussi qui rentre en compte concernant James Cook, hein. Ils ont marché sur Seattle. Seattle a très très mal joué, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc Cook s'est régalé sur ce match-là. Ils n'avaient pas besoin forcément de lancer beaucoup la balle non plus. Non, c'est certain. Et puis James Cook, on en parlait un tout petit peu dimanche, où on disait Ray Davis. Il y avait eu des questions à propos de Ray Davis. Et James Cook, en fait, il revenait un tout petit peu de blessure. Donc, du coup, il avait 55% des snaps la semaine dernière. Et on se disait, ah, bah, Ray Davis, est-ce que finalement. Mais il se trouve que Ray Davis, il est vite revenu à la réalité. C'est que James Cook est bien le numéro 1 des running back des Bills et que Ray Davis est bien là pour faire de la rotation. Quand il est en forme, James Cook est clairement un running back 1. Amari Cooper, juste un point, du coup, Lucho, Amari Cooper, parce que toi, comment tu vois sa performance de ce week-end? On est en train de tranquillement s'habituer entre Josh Allen et Amari Cooper, ou alors non, c'est un joueur qui est trop boom or bust à chaque semaine? On sait toujours que dans les transferts comme ça en cours de saison, tu sais que le playbook, il faut l'apprendre, il faut connaître aussi les coéquipiers, il faut connaître tout ça. Je m'inquiète pas plus que ça pour Amari Cooper, ça va venir. Ça fait que 2 semaines qu'il est là. La semaine dernière, on avait bien vu que le touchdown qu'il avait marqué, c'était un peu approximatif sur le playbook. Enfin, ça va venir au fur et à mesure. Je pense pas qu'il faille s'inquiéter. Mais par contre, je vais plutôt mettre en valeur Coleman la relation qu'il y a entre Coleman et Allen, parce que là, ça commence à vraiment prendre forme. Et Coleman, ouais, ça va devenir un joueur intéressant pour la fin de saison, probablement. Très bien. On a fait le tour sur les Bills. J'ai une question qui est encore une fois, alors, évidemment qu'on en parle assez régulièrement, mais c'est normal parce que c'est un joueur qu'on a pris haut, qui a été drafté haut en vrai et en fantasy. Aptin, Marvin Harrison est dans les tops. Marvin Harrison a souvent été dans les flops, a été dans les tops. En gros, il a été soit dans les tops, soit dans les flops chaque semaine. Comment toi tu analyses ça? Comment tu peux aider les managers de fantasy qui ont Marvin Harrison, qui chaque semaine tremblent à le starter? Déjà, je vais pas les aider parce que s'ils l'ont pris, il fallait s'attendre à exactement ce qui est en train de se passer. Un joueur extrêmement irrégulier, première année, etc. Moi, j'ai dit que pour moi, il allait faire une bonne saison, que bon, après, je l'aurais jamais fait, je l'aurais jamais pris aussi haut, mais qu'au final, il est arrivé dans une bonne offense. Mais en fait, c'est à l'image des Cards. C'est aussi simple que ça. C'est les Cards, ils peuvent te gagner un match où ils partent clairement perdant, le dernier match. Parce que pour moi, que le retour de Tua est la meilleure défense des Dolphins, j'imaginais. Il a juste cramé Ramsey, mais genre littéralement cramé Ramsey sur la moitié du match. Et en fait, il faut s'attendre à ce type de match avec Harrison, des matchs où est-ce qu'on va lui donner la balle, est-ce qu'il va se blesser, est-ce qu'ils vont perdre très rapidement le match. Donc en gros, ça va être vraiment difficile de se dire qu'il va te ramener des points toutes les semaines, mais peut-être au total, il fera un petit top 10 WR en fin de saison. Mais je n'ai pas de conseils à donner à proprement parler, parce que si vous l'avez choisi, il fallait s'attendre à une saison comme ça. Ouais. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il délivre aussi. Et quand même, en fait, là, par exemple, pour moi, c'est un peu un match référence parce qu'il était clairement face à l'un des 3 meilleurs corners de la ligue et il l'a lavé. Donc, pour moi, ça peut être que positif pour les prochains matchs. Lucho, juste avant que je te donne la main sur son adversaire qui était Miami, et Antoine nous écoute peut-être, juste pour Marvin Harrison, pour aller dans le sens d'Aptin, incroyable le côté up and down qu'il peut avoir. Receveur 105, 1, 20, 23, 59 blessés, 62 et 5. Non mais on se rend compte quand même du côté hyper Imprévisible. imprévisible, merci, de Marvin Harrison. Après, il faut pas oublier qu'il est dans une équipe qui tourne pas forcément aussi au top, hein. C'est dans une équipe qui est en reformation, avec une OL qui est légèrement décimée. Enfin, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte aussi. Mais voilà, il est capable de très bons matchs, comme il va être capable de passer complètement à travers. Mais bon, ça, pour un rookie, j'ai envie de dire, c'est totalement normal. Et je rejoins un petit dans le fait de le drafter si haut. En redraft, c'est toujours un danger de drafter un rookie si haut. Complètement. En parlant de joueurs draftés très haut, côté Miami, il y en a eu plusieurs. L'adversaire d'Arizona dans ce match,
la lecture de Miami, elle est compliquée. Il y avait le retour de Tua Tagovailoa. Ça a donné un Tyreek Hill à une dizaine de points, un Jalen Waddle à environ 6-7 points en fonction des formats. Mais encore une fois, des running backs qui, là, cette fois-ci, ont quand même plutôt performé avec Devon Achane, qui est inscrit dans les tops ici, mais aussi Raheem Mostert, qui a marqué. C'est quoi ta lecture, Lucho, sur cette attaque de Miami en fantasy? C'est le premier match du retour de Tua. On peut pas tirer de conclusion là tout de suite. La seule peut-être conclusion qu'on peut tirer concernant les running backs, c'est que Mostert, il aura peut-être les goal line. C'est ce qui s'est passé hier. Je ne sais pas si ça sera récurrent comme ça, mais en tout cas, c'est lui qui a eu les goal line hier. Achane est utilisé sur le reste du terrain et il est très bien utilisé. Et on voit le score qu'il fait, donc il était super important. Mais après, tout va dépendre de Tua. Quand on l'a vu courir, on s'est tous envoyé un message en se disant putain, il court, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a foutu? Est-ce qu'il va glisser? Est-ce qu'il va se prendre un tampon? On a tous peur maintenant. Dès que tu le vois jouer, t'appréhendes. Tu te dis est-ce qu'il va lancer des merguez? Est-ce qu'il va bien lancer? Là, hier, c'était un match de reprise. J'ai pas envie de prendre de risque à dire ouais. On voit que Tyreek est beaucoup plus utilisé déjà. Ça, c'est une bonne chose. Maintenant, concernant Waddell, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Mais bon, je préfère pas tirer de conclusion comme ça hâtive sur un match. Faudra voir les prochaines semaines. Moi, je trouve que c'était une bonne reprise, mais vraiment une bonne reprise parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu l'offense en vie de Miami. Donc, ça reste timide et je les voyais vraiment pas perdre ce match. Je trouve qu'ils ont vraiment laissé passer le match, surtout en deuxième mi-temps. Mais si tu veux, de voir que les deux running marquent, que Tyreek Hill dépasse le double digit, que même Waddle reçoit 2-3 ballons, ça montre qu'il y a clairement c'est le jour et la nuit dans cette offense. Et je trouve que c'était une bonne reprise, mais vraiment une bonne reprise pour toute l'offense. Mais est-ce que si on reprend Tyreek et la place où il a été drafté, c'est-à-dire, on va dire top 5 overall, pour être large, est-ce que tu penses qu'il sera à ce niveau-là sur le restant de la saison? Ouais, tu vois, c'est la grosse interrogation. Je te dirais que là, ils n'ont pas le choix. Là, ils vont vraiment aller un peu en mode all-in parce que là, c'est vraiment, vraiment mal barré, mais ça reste je ne vais pas dire que c'est open, mais je pense que s'ils arrivent à enchaîner, ils ont déjà fait 0 victoire, 5 défaites pour ensuite faire 5 victoires. Donc on se dit pourquoi pas enchaîner des victoires. Ils ont l'équipe pour. Hein. Franchement, ils ont l'équipe pour. Oui. Je ne connais pas le calendrier. Pour moi, ils ont vraiment l'équipe pour. Ce qui pêche un peu, je trouve, c'est la défense. Franchement, moi, je reste un peu sur le tu sais, j'aime à regarder les highlights de receveur contre corner et je l'ai regardé. Et en fait, là, je trouve ça un peu chaud de se faire cramer de vitesse par Marvin Harrison, qui est d'ailleurs très bizarre. En fait, on se dit c'est une charrette. Ah non, en fait, il est très rapide. C'est très bizarre de voir s'il est rapide ou pas. Ça, c'est peut-être que moi, mais bon. Le calendrier dans les 4 prochains matchs pour Miami, c'est Buffalo, les Rams, les Raiders et New England. Et moi, il y a un point pour répondre à ta question, Lucho, je me permets, c'est que les Dolphins, ils sont à 2-5, mais ils sont deuxième de leur div. Et donc, à un moment donné, moi, ce qui m'a rassuré pour aller dans le sens d'Aptin, c'est que j'ai vu quand même qu'avec toi, ça se passait beaucoup mieux, que c'était beaucoup plus précis, et qu'il y avait une bien meilleure dynamique, un bien meilleur rythme. Et à un moment donné, les gars, ils sont toujours en course, quoi. Je veux dire, tu es deuxième de ta division, tu peux toujours faire quelque chose. Alors, c'est l'AFC, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense que vu le calendrier, ils peuvent gagner 3 matchs sur 4 dans les 4 prochains matchs. Et à 3 matchs sur 4, ça fait un bilan à 5-6. Et là, c'est plus la même saison. Et je pense vraiment qu'en fantasy, un Tyreek Hill, par exemple, il ne faut pas s'inquiéter. À un moment donné, avec le retour de Tua, ça devrait pouvoir relancer vers lui. Jalen Waddle, moi, j'ai émis des doutes pendant le warm-up et je continue à en émettre un petit peu. Ouais. Mais voilà, l'offense de manière générale est bien meilleure avec toi, ça s'est vu. D'un point de vue NFL, vrai, mais je pense que d'un point de vue fantasy, ça se verra de plus en plus avec les semaines qui arrivent. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait la semaine dernière, en sachant que en fait, on a l'impression que le playbook il est fait pour Tua, en fait, il n'est pas fait pour quelqu'un d'autre. Et là, quand tu vois que Tua est de retour, tu vois que l'équipe elle est tout de suite beaucoup plus forte, même d'un point de vue fantasy. Tu vois que les joueurs que tu as draftés, tu peux les mettre sur le terrain, quoi. Là, quand on voit le score d'Achane, de Mostert, même de Hill, même si il marque pas 20 points, mais tu sais que tu vas pouvoir les remettre en toute confiance, quoi. Oui, non, mais complètement. Et d'ailleurs, c'était un des points qu'on avait dit. On avait dit qu'on ne comprenait pas pourquoi c'était Skylar Thompson, le quarterback numéro 2, quand tu vois que c'est pas du tout le même quarterback que tu vois que voilà. Donc, bon, c'est un peu bizarre. On n'est pas encore une fois dans les coulisses. Je voudrais juste qu'on s'attarde un petit peu sur les flops.
Aptin, est-ce qu'il y a un flop là-dedans qui te marque? Alors, on a parlé d'Amari Cooper, on le met de côté. Hein. Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment flippant là-dedans, soit parce que ça peut durer, soit parce que au contraire, il ne faut pas s'inquiéter, ça reviendra. Alors, je pense qu'on va parler des Bears, donc je vais peut-être garder le duo et même un peu l'attaque des Bears pour plus tard. Peut-être parler Nick Chubb. En fait, on sait que Winston, on va beaucoup envoyer de ballons. Qu'ils ont maintenant, enfin, qu'on se rend compte qu'ils ont des receveurs compétents, c'est juste qu'ils étaient, qui étaient très mal utilisés. On sait qu'il revient de blessure, on sait que cette équipe aussi commence à changer un peu d'identité offensive. Ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas aussi bien joué, donc je ne m'en fais pas forcément pour Nick Chubb, même si aujourd'hui il est dans les flops. Pour ceux qui étaient là dimanche, on avait dit Jameis Winston, c'était pas le meilleur pote des running backs à l'époque où il était à Tampa Bay. Ça se reconfirme un tout petit peu là. Est-ce que ça en fait une vérité générale? On verra. Moi, j'espère que Nick Chubb, du coup, on le verra encore plus fort avec peut-être une attaque des Browns qui devient meilleure. On fait un petit focus sur les Browns dans 2 secondes. Lucho, est-ce qu'on s'inquiète de la performance notamment de Kenneth Walker? Je ne veux pas m'attarder sur Jordan Mason parce qu'il s'est blessé, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, on va éviter de parler des blessés. On ne parlera pas non plus de Jordan Love. Mais toi, mais Kenneth Walker plutôt, est-ce que tu as une vision là-dessus ou tu peux citer quelqu'un d'autre si tu veux, le scénario du match, tout simplement. Seattle s'est fait marcher dessus. Ils n'ont pas eu comment dire, la possibilité de courir et de gagner du temps avec la course, etc. Donc, forcément, il a été moins utilisé. Il a été utilisé un petit peu à la passe aussi. Mais ouais, après, avec le scénario du match, forcément, il n'a pas pu. Il n'a pas pu produire ce qu'on attendait de lui. Après, Smith a été, Geno Smith a été très mauvais aussi. Il a fait plusieurs mauvaises passes. Il y a eu des snaps de ratés. Enfin bref, rien n'a fonctionné hier pour Seattle. Vraiment, c'était un match catastrophique de leur part. Moi, celui qui m'inquiète, qui m'a dérangé, on va dire, ce week-end, même si je suis pas plus inquiet que ça, c'est avec Drake London, parce que les Falcons sont plutôt très bien joués. Le score est un très beau score d'un point de vue offensif. Kyle Pitts a produit quelque chose de grandiose. Donc, et Kirk Cousins, c'est dans les tops. Et Kirk Cousins, c'est dans les tops. Et ça, enfin voilà, il y a même Bijan. Hein. Bijan a fait un très bon match. Mais c'est vrai que Drake London n'a pas forcément été beaucoup utilisé hier. Et ouais, c'est un peu mon flop de cette semaine. C'est vrai que j'attends. Trop de bouche à nourrir. Ça, on avait dit week 1, tu sais qu'il va y avoir une bonne gestion de balle. En gros, il y a beaucoup de personnes qui vont toucher la balle, mais que ça sera assez homogène. Il y a toujours un mec qui va pas scorer. Et là, aujourd'hui, pour moi, là, j'étais Drake London. D'habitude, c'est Pitts, mais là, c'était Drake London. Au final, c'est que tout le monde joue assez bien et que ça score pas mal. Oui, exactement. Mais c'est pas plus inquiétant que ça, je pense. Et Darnell Mooney est très très fort. Ouais. On le répète assez régulièrement que c'est un joueur dont on connaît le plancher. Ouais. C'est quelqu'un. Tu parlais de Khalil Shakir tout à l'heure, mais c'est vrai que si tu as Mooney ou Shakir, c'est vrai que ça peut être super intéressant en flex. Mooney, c'est voilà, voilà, j'allais le dire, Lucho, super, exactement, c'est le flex parfait, Mooney. Moi, je suis plutôt un grand fan des running backs plutôt en flex. Mais Mooney, c'est le type de receveur que j'aime bien avoir en flex de par son plancher. Et là, quand on voit la série de targets qu'il peut avoir, c'est absolument monstrueux. Et Kirk Cousins devient du coup un vrai quarterback de fantasy maintenant, je le pense. Surtout quand on voit un petit peu le calendrier qu'ils ont. Très bien. Et enfin, les fameux waiver All-Star. Là-dedans, moi, j'en ai un dont j'ai envie de parler tout de suite avec vous, parce que je pense qu'il peut y avoir des avis extrêmement divergents. Et dans le chat, n'hésitez pas à vous exprimer d'ailleurs. C'est Josh Downs. Josh Downs qui là a certainement fait, j'en fais partie, transpirer beaucoup de managers en disant mais pourquoi je l'ai mis dans le bench, pourquoi dans le warm-up ces connards ont dit qu'il fallait surtout pas starter Josh Downs. Votre avis là-dessus? Josh Downs, il est encore disponible dans quelques ligues. J'ai plus le pourcentage en tête, mais il est encore disponible. C'est quoi votre avis sur Josh Downs? Aptin dans un premier temps. Est-ce que c'est un joueur à aller choper absolument? Est-ce que c'est un joueur à starter? Je regarde en attendant pendant que tu réponds. Je vais regarder le calendrier.
Déjà, il faut parler du QB et du changement de QB qu'il va avoir sûrement. Parce que ça, au final, peut-être que tout le monde l'a vu. Lucho, t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Voilà pourquoi j'ai parlé de Josh Downs d'abord. Bah, je crois que c'était aujourd'hui ou peut-être hier, je sais pas. En gros, ils ont dit, est-ce que vous pensez qu'il y avoir un changement de QB? Il y a une heure. C'était. Non, c'est- Ouais, il y a une heure. Enfin, après, il y a une news qui est sortie il y a une heure où le coach il D'accord, ok. disait. Bon, bref, le coach, Exactement. il répond pas une première fois, donc il répète la question, il dit, en gros, on va évaluer toutes les possibilités. Maintenant, on a vu que quand Flacco est sur le terrain, ça joue mieux. C'est un fait. Et là, moi, je m'en fais beaucoup pour tous les receveurs. Là, en fait, on arrive un peu dans le cas qu'on a avec les Panthers. En gros, là, tu as quand même des bons receveurs qui sont là, tu as une bonne offense qui n'avance pas quand Richardson est aux manettes. Est-ce que tu vas continuer à starter? Je pense que oui, parce qu'au final, ça reste ton sophomore. Il avait passé une grosse partie de la saison dernière blessé. Par contre, tu gagnes plus tes matchs alors qu'il y a vraiment un bon effectif chez les coachs, notamment en défense. Donc, j'ai quand même l'impression que tu es en train de gâcher pas mal de munitions. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre George Downs? Je te dirais que oui, parce que ça reste un très bon receveur. Maintenant, est-ce que c'est le type de receveur qui va marcher avec Flacco? C'est plus ce que vous croyez. Est-ce que vous pensez que ils vont tout changer de quarterback et se diriger vers un Flacco qui distribue mieux la balle, donc Downs aura quand même des targets, ou est-ce qu'on a juste un mec qui va envoyer des dips, on se dit, ah, allez, peut-être qu'il y en a une qui va passer, ça va te faire 15 points en fantasy. Lucho, Josh Downs, c'est la pire semaine 0,80, la meilleure semaine 20,20. Il y a 2 très mauvaises semaines, 4 bonnes semaines. Est-ce que ça t'aide ce que je suis en train de dire? Non, ça m'aide pas parce que il y a énormément d'interrogations sur l'offense des Colts, et à juste titre. Hein. Je suis le premier à défendre Richardson et je le ferai encore, hein, parce que c'est pour ça que je suis pas d'accord avec Captain dans le sens où ils vont changer. Pour moi, ils changeront pas de QB. Ils garderont Richardson parce que ça n'a aucun sens de changer le QB à ce moment-là. Il est pas blessé ni quoi que ce soit. Pour Il moi, n'est pas ça n'a aucun blessé, sens mais de changer. il est rincé, donc vas-y. Il est rincé, mais il faut pas oublier qu'il a que 10 starts dans sa carrière, qu'il a été blessé toute l'année dernière, qu'il a peut-être encore des gènes au niveau de l'épaule, qu'il a rencontré des défenses qui sont plutôt bonnes. Faut pas oublier qu'il a, enfin, il a pas joué contre des équipes anodines non plus. Donc, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Alors oui, il est pas bon dans les passes, clairement. Son taux de complétion n'est pas bon. Il a 45%, si j'ai pas de bêtises. C'est un des pires de l'histoire. Mais je pense que sur certaines passes, il y a eu beaucoup de drops de la part de ses receveurs. Il y a eu beaucoup aussi, la ligne n'a pas été aussi bonne qu'elle devrait l'être, alors que c'était peut-être une des meilleures O-line qui était attendue. Moi, je pense qu'on tire un peu trop sur l'ambulance avec Richardson. Je pense qu'il faut être patient avec lui. Il est capable de faire de très bons matchs. Il a délivré certaines passes qui ont été très bonnes. Donc voilà, faut patienter avec lui. Alors oui, en redraft, on n'a pas forcément le temps de patienter, mais en dynastie, commencez pas à paniquer avec Richardson. Pour moi, il restera le starter et il peut que s'améliorer et être une valeur sûre en fantasy. On a vu des grosses O-line lâcher leur QB parce qu'ils en avaient juste marre. Hein. Et enfin, ça changeait pas le niveau d'une O-line, mais enfin, moi, j'ai pas d'exemple en tête, mais je suis pratiquement sûr qu'on pourra en retrouver assez facilement d'O-line qui juste lâché le QB parce qu'à un moment, ton équipe gagne pas ou tu es là à défendre pendant que, je sais pas, 10 secondes parce que ton mec qui veut courir, il voit pas les personnes qui sont open, etc. Ça joue sur le mental des gens. Moi, je te dis juste que là, de ce que j'ai vu, quand Flacco, c'est triste, mais quand Flacco est sur le terrain, ça joue mieux. Et même en fantasy, il y a beaucoup plus de personnes qui vont scorer. Maintenant, est-ce que c'est le bon choix? Je te dirais que non, parce que moi, je suis typiquement faire jouer les jeunes. C'est pour ça que j'étais 100% derrière Young et, quand il voulait le bencher. Mais maintenant, on a vu des équipes switcher parce qu'ils estiment que continuer avec un jeune QB, ça mènera juste pas à des victoires. Et j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas loin de ce scénario chez les Colts. On verra bien les prochaines semaines, mais moi, je suis plutôt confiant sur lui. Il va revenir au fur et à mesure. Faut juste lui donner le temps et puis après, ça va revenir. Major Milou qui nous dit, Marc qui nous dit, ils ont juste dit, on évalue toutes les possibilités. S'il dégage après 10 matchs alors qu'il savait que ce qu'il faut, c'est des reps et de l'expérience, ça serait 1000 fois plus débile que les Panthers qui ont bench Bryce Young après 19 matchs. Et là, la Packers qui nous dit, j'ai Downs partout quasiment, mais je ne sais pas quoi en foutre avec Anthony Richardson.
En attendant, on ne sait pas quoi en foutre, mais que ce soit Flacco ou Richardson, il aura eu des perfs avec les deux. Et le souci, et j'insiste un tout petit peu là-dessus, parce que si on oublie un petit peu le nom de Downs, souvent on a des joueurs qui sont sur notre banc, Aptin, et dont on se dit qu'il faut l'avoir dans le roster. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que dit Marc quand il dit, cela dit, dans les deux cas, il faut avoir Downs dans un roster. Avoir dans un roster, ça veut dire le mettre sur le banc ou le titulariser. Hein, il n'y a pas d'autre choix, sauf si on est en IR ou en taxi squad. Et donc, du coup, quand on a un joueur dont on n'est pas sûr de pouvoir titulariser à tout moment, comment toi tu agis? C'est-à-dire que est-ce que tu te dis, bon, moi, s'il y a trop d'interrogations, je ne prends pas le risque de prendre une place dans mon banc et je préfère ne pas mettre mon pognon dessus et le mettre sur un joueur qui peut avoir un upside plus tard? Ou alors tu dis, je prends Downs pour éviter que quelqu'un d'autre le prenne, quitte à le stacher sur mon banc et peut-être jamais le titulariser. C'est quoi ta philosophie par rapport à ça? C'est une bonne question, ça dépend de ce que tu as besoin, de ton équipe, des différents scénarios. Est-ce que tu crois en Anthony Richardson qui va sûrement continuer à starter ou pas? Maintenant, moi, je suis plutôt des personnes de mettre le plus de bons éléments dans mon banc parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessés. Donc au final, est-ce que je préfère l'avoir moi dans mon équipe, le stacher, que de le voir en face de moi? C'est sûr. Donc je préfère quand même mettre un peu d'argent parce que j'en mettrai pas beaucoup sur Josh Downs. C'est typiquement peut-être le top 5 équipes que je regarde jamais, les Colts, et que je pense regarder jamais. Mais si tu veux, il faut l'avoir et voir ce que ça donne, mais il faut quand même un minimum de régularité. Je parle de 2 weeks, hein. On va pas parler de 20 matchs, on ne sait pas la NBA, de voir si ça match ou ça match pas, mais si c'est en 2 matchs, ça match plutôt bien parce que Flacco start et que Richardson s'est fait le genou, c'est triste, mais au moins tu dis, ok, à partir de là, il est chez moi et c'est un très bon flex. Voilà. Lucho, un avis là-dessus, rapidement? Je suis complètement d'accord avec Aptin, c'est quelqu'un qu'il faut absolument avoir. Après, de là à le starter, c'est vrai que la question se posera tous les week-ends, surtout avec Richardson. Mais non, c'est quelqu'un qu'il faut avoir absolument dans son roster. Si vous avez la possibilité de le prendre, faut pas hésiter à le prendre. Non, mais vous voulez pas dire à Marc de se connecter, s'il envoie des 5 lignes à chaque fois, on va pas s'en sortir. Là. Mais c'est pas les 5 lignes. On reviendra à Marc parce qu'on en parlait avec Marc justement. Richardson, il a à peu près les mêmes stats que Lamar à ses débuts et qu'un certain Josh Allen aussi à ses débuts. Ah, mais j'adore moi ce genre de comparaison là. Allez, faites-vous plaisir les gars. Marc peut sortir les stats si vous voulez et les stats sont étonnants. Commentez comme fait Marc, c'est très très bien. Parlez sur le chat. Rapidement, Lucho, garde la main. Est-ce qu'on oublie McLaughlin, hein, parce que Oui. ça joue les Panthers, la course, machin, tout ce qu'on veut. Même si Javonte Williams aurait presque pu être dans les flops tellement la défense des Panthers contre la course est nulle. Mais Bonix, real deal? Oui. Moi j'adore Bonix. J'adore. 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 En fait, il paye pas de mine. Tu dis ouais, Bonix, tu t'attends pas à ce que ça soit un top QB. Mais franchement, là sur les dernières semaines, il fait quoi? Il fait top 10 à chaque fois, si j'ai pas de bêtises. Sur les 3 ou 4 dernières semaines. Donc non, et puis il est simple, et puis tu vois, il y a des actions qui sont un peu fantasques. Est-ce qu'on peut checker ce fait s'il vous plaît, parce que Ah non, mais sérieux, je suis quasiment sûr qu'il fait top top 10 sur les dernières semaines. dernière semaine, j'attendais les 4 dernières semaines. Okay. Sur les dernières semaines. Alors je sais pas sur attends, je vais vérifier, mais non, mais t'en fais pas, tu peux parler, je vérifie à ta place, tranquille. Bah, il est QB 8, 9, 18 et 2. Ah, tu vois, j'en suis pas loin. C'est une moyenne de 10, il n'y a aucun souci. Voilà. Mais non, après, moi je trouve qu'il fait des bonnes choses. Avec ce qu'il a en sa possession, il n'a pas forcément une équipe qui est oufissime, il n'a pas forcément des receveurs de renom, mais il fait ce qu'il a à faire. Et tu vois, l'action où il saute pour faire le TD, tout ça, non, je trouve que c'est intéressant, c'est sympa. Tu vois, en QP2, par exemple, dans une ligue comme le trophée FB. En QP2 c'est bientôt le Munich Game. En QB2, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir. Aptin, t'as pas l'air chaud sur Bonix? Non, parce que moi, si tu veux, Bonix, c'était. Je crois que j'avais vu le match en entier des Steelers contre les Broncos et je me suis dit, oh, il est vraiment rincé. Après, c'est un match, c'est tout ce que tu veux, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir passé un peu de temps, peut-être la première partie de saison, à regarder un peu, parce que c'est toujours ces connards de Broncos qui sont en deuxième partie de soirée, et au final, la red zone passe beaucoup plus de temps, et je me suis dit, franchement, il a vraiment pas d'un niveau que QB titulaire je veux dire en NBA, en NFL.
Après, les stats prouvent le contraire et j'ai l'impression quand même que ça joue plutôt bien chez les Broncos aujourd'hui. Mais enfin, moi, je l'ai dans aucune ligue. Mais je me dis que Moi non plus. j'arrive pas à me dire que je vais me hyper sur un Bonix, quoi. Mais Il fait ce qu'il a à faire. Tu vois, c'est juste il ça. a- On lui non, demande de faire des choses, il le fait bien. C'est ça qui est intéressant. non, Et quand tu non, vois ses c'est scores, tu dis, ouais, c'est. moi dès qu'il y a un QB rookie, un joueur rookie qui joue super bien, je suis très content. Tu vois, franchement, si on te donne le choix actuellement de prendre Bonix ou Dak Prescott, tu prends qui? No Prescott. On va pas Ah, commencer des bêtises. tu vois, franchement, j'irais sur Bonix Eh par rapport à ses scores. tu sais quoi? C'est quand même pas une mauvaise question. Non, c'est Je pas parce que vérifie match-up. rapidement. Dak Prescott, 3,22, 17,82. Hier, heureusement qu'il y a Lemb, hein, parce que Lemb, il sort un match énorme, mais sinon, Prescott, Ouais. c'est pas ça encore, hein. Le QB J'ai l'impression aussi 1 que l'année Dallas a dernière. joué vraiment que des grosses défenses. C'est peut-être pas tout, mais peut-être 6 matchs sur les 8 qu'ils ont eu, c'était vraiment des défenses Ouais, c'est assez, possible assez aussi. casse-couilles. Hier encore, hein. Enfin, on parle des CF, Oui, hein. oui, On parle pas de. J'ai rien dit. les Panthers. Vas-y. J'ai rien Je le dit. dis à ta place. On parle pas de Non, Carolina. il y a aucun problème par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain hier, c'est que on ne savait pas si on devait mettre Dak Prescott au Bonix, mais ceux qui nous ont rapporté des points pour une fois, ça a bien été nos fameux tight ends. Les tight ends, Oh non, tu c'était les la as passés tellement nationale. rapidement, c'est déjà fini. Ah non, mais c'est un bug de mon Franck. côté. C'est un bug de mon côté. La National Tight End Day, c'était le jour national des tight ends pour ceux qui ne parlent pas anglais. Journée pour ceux. D'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai écouté une petite émission de Yahoo qui disait pour tous ceux qui aiment les conspirateurs, qui aiment bien dire que la NFL est scriptée, c'est la National Tight End Day. Et bim, tout d'un coup, tous les tight ends se mettent à scorer. Ça peut alimenter tous nos complotistes. Il n'empêche que pour une fois, nos tight ends ont scoré. Quand on voit la liste là, Aptin, c'est surprenant. Alors moi, je regardais Détroit et quand on avait même Wright qui se mettait à scorer, je levais les bras parce que je croyais que c'était Laporta. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas Laporta. Donc j'ai C'est fait Marc un qui peu m'a fait une folle joie quand. Ah, il y a Tyden à Détroit qui marque. Je me suis dit, putain, ça y est, c'est la. Ah bah non, c'est pas lui. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais avec un petit peu de sérieux, Aptin, finalement, est-ce qu'on commence à y voir un petit peu plus clair sur nos tight ends ou c'est juste un écran de fumée? Non, enfin, j'arrivais pas à dire qu'on arrive à voir un peu plus clair, à part George Kittle qui est en train de faire une saison dingue, mais vraiment dingue. Je me suis dit, il va les blesser, ça va être peut-être la seule semaine, il va pas scorer, il 22 points. Donc, est-ce qu'on y voit clair? On y voit un peu ce qu'on était censé vraiment voir depuis le début de l'année, que quand ils sont en galère, Conklin joue, Marc Andrews commence un peu à rejouer, même si il est quand même assez limité, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de quantité de target vers Andrews. Il arrive toujours à prendre un TD. Enfin, Il quand en je a dis toujours, plus ça quand peut être même sur les qu'avant. deux, trois derniers matchs. Donc, tu enlèves le TD, c'est assez faible. Après, les autres, c'est des noms qu'on voulait voir éclore. On va passer peut-être un peu de temps sur Kyle Pitts qui dépasse enfin le 1 TD, même si le deuxième TD n'y était pas. Donc, c'était peut-être parce que c'était le National Tight End Day qu'on voulait lui donner. Mais même le gars n'est pas habitué à ce que tu vois, quand il a d'avoir la balle entre les mains et célébrer que 5 yards d'avant, le gars n'est pas habitué, quoi. Mais non, au final, ça restait top. J'arrive pas à me dire si c'était parce que c'était la journée des tight ends, mais c'est bien aussi de voir qu'ils existent. Et après, il y a des noms qu'on connaît déjà. Enfin, Engram, depuis qu'il est revenu de blessure, on sait qu'il est toujours très très utilisé. Njoku, je pense que ça va être peut-être l'un des styles ou en tout cas l'un des facteurs qui va faire que votre équipe va gagner beaucoup de matchs sur cette fin d'année. Mais comme d'habitude avec Njoku, mi-saison, à chaque fois on dit Njoku, c'est le waiver tight end Njoku plus de l'année. Winston, là c'est C'est bénef, quoi. incroyable. Chaque Ouais. année, c'est la même chose avec Njoku. Mi-saison, hop, on le wave et hop, on le start jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça depuis 3 ans. Lucho, Travis Kelce, je l'admets, je suis fautif. Dimanche, je disais l'arrivée de DeAndre Hopkins, ça va prendre des ballons à Travis Kelce. Force est de constater que j'avais absolument tort. T'en penses quoi? C'est quoi ta lecture? La, la-
L'offense de Kansas, ça va être un enfer parce que ça va balancer à droite à gauche et on sait pas. Je me réjouis pas trop vite avec Kelsey. Je suis très content parce que je l'ai dans certaines ligues et il a enfin scoré et ça me fait plaisir. Mais voilà, je resterai toujours attentif, on va dire, et ne pas trop enjoliver sa performance de ce week-end parce que c'était en plus les Raiders en face, donc c'était pas non plus une équipe Ah, sensationnelle. justement, non, les Raiders défendent. Les Raiders défendent très très bien. Et après, peut-être la partie, juste pour revenir sur Hopkins, c'est que là, tout de suite, à court terme, il ne peut pas remplacer un Kelsey. Donc peut-être Oui, c'est juste la partie sur combien de matchs, en fait, on va continuer à avoir Kelsey. Kelsey reste aujourd'hui, et ça, on voyait quand même avec toutes les blessures qu'il avait, qu'il allait step up, qu'il devait step up. C'est ce qui se passe. Maintenant, est-ce que Hopkins va commencer à prendre des targets? Pas tout de suite. Je pense qu'il y a encore un, voire deux matchs où avant qu'Hopkins se fonde vraiment comme un Mary Cooper, hein. après, est-ce qu'on a les stats de Kelsey sur on va dire sur les 5 derniers matchs? Hormis le match des Niners où il n'a pas été bon, Mais bien entendu. sur le dernier, il fait entre 10 et Quel 15 stade points. souhaites-tu, mon beau guerrier? Le nombre de points, s'il te plaît, sur ces 4 dernières semaines. Le nombre de points, il a Il la doit avoir semaine quoi? 6, il est 10, en bail, 15? hein. Oui, Semaine oui, 6, c'est il est ça. en bail. Donc ça fait 12-40, 11-50, 3-70 et 19 et ça en trophée FB. Tu vois, il fait 10 et 11 points pour un tight end cette année. Je trouve que c'est plutôt raisonnable. Alors oui, on attend toujours plus parce que c'est Kelsey, parce qu'on l'a drafté relativement haut et en tight end 1 ou 2. Mais tu dis, bon, voilà, c'est pas si mal que ça. Là, Ça celui reste plus haut que l'année qui... dernière. Oui, oui, oui. Mais celui qui m'impressionne vraiment, pour moi, c'est Cade Otton. C'est vraiment lui qui prend de plus en plus d'importance au sein de l'offense des Bucks, surtout avec l'absence de Mike Evans et de Godwin. Et là, il a sorti une performance XXL, et je pense sincèrement qu'il peut faire ça assez souvent. En tout cas, dites-moi si je me trompe, mais quand on regarde la liste, là, il y en a 12. C'est rare. Nos ligues, généralement, font entre 10 et 14. C'est rare d'avoir 12 tight ends must-start. On a là 12 tight ends must-start. Et pour le coup, qui vont à peu près correctement. Moi, j'ai rarement vu une situation de tight end à peu près correcte. Alors, peut-être que Tyler Conklin, ça va être le débat parce que les Jets, la santé des Jets, mais c'est quand même assez galère. En tout cas, nos tight ends se sont bien montrés lors de leur journée nationale. Il en reste deux ce soir. Pat Freiermuth, côté Giants, c'est quoi? C'est Bellinger, c'est ça, le tight end titulaire? Bon, ça, on s'en En fout un gros, peu. la question qu'on doit poser, c'est quel tight end n'est pas sur la liste et qui devait être, qui est passé au travers de son National Tight End Day. Powers. Non, mais attention, je me permets quand même de le dire. La liste là est pas forcément exhaustive parce que quand on sort un tout petit peu de là, on a un Zach Ertz qui est par contre qui a scoré, qui est juste derrière. Donc tu vois, on a encore 13, 14. Zach Ertz, bon, Josh Oliver qui devrait être remplacé bientôt par Jensen. Hawkinson. Qui va Mais t'as revenir. Bowers. Bowers est absent de la liste, et ça, c'est vrai que. Bowers. Et Brock Bowers qui est à 8 points. Bon. Oui, mais Et Bowers, j'ai envie de te Ferguson. dire, avec les Voilà. dernières. Ouais, et après, il y a C'est Ferguson. Ferguson, je pense, qui était dans les flops d'ailleurs dans la slide juste avant. C'est peut-être c'est peut-être Ferguson qui l'a Et sur qui les l'étonnant. performances de l'an dernier, on peut parler de Schultz aussi. Et Schultz n'a pas été si mauvais que ça cette semaine, hein, si j'ai pas de bêtises. Non, Schultz, excuse-moi, mais Schultz, malheureusement, j'ai bien peur qu'il soit pas vraiment bien haut. Tac, tac, tac. Ah, ou c'était la semaine dernière, là, où il était C'était à la semaine 80? dernière Ah, qu'il c'était avait la semaine fait dernière, autant pour moi. une séance à peu près correcte. Ok. Une séance, putain, il faut que j'arrête avec ce mot séance, mais encore non. Il fait 7,20 cette semaine. Ouais. C'est pas catastrophique. Non, il est derrière la grosse quinzaine. Après avoir parlé des tight ends, qui enfin, on a une vingtaine de tight ends qui arrivent à faire des choses en fantasy, on va faire quelques focus. Un des gros focus pour tous ceux qui l'ont pris en dynastie, mais pas que, pour tous ceux qui se sont dit, mais côté Chargers, c'est qui le receveur numéro 1 et qui se sont dit, tiens, allez, je vais prendre Ladd McConkey, pas très cher au 10e round. Et bien leur en a pris, puisque Ladd McConkey, c'est une fiche de stats fabuleuse de 6 réceptions pour 6 targets pour 111 yards et 2 touchdowns.
Lan McConkey, Aptin, receveur numéro 1 des Chargers, plus de débat. Ouais, plus de débat. Plus de débat. J'ai quand même l'impression que depuis un moment, il n'y avait pas forcément de débat. C'est pas parce que l'ami dont j'ai toujours oublié le nom arrive à prendre 1 ou 2 TD, mais en 2 catchs par match. Mais Johnston et Palmer, les 2 autres receveurs. ouais, je pense que c'est plus à Johnston. Même si Palmer, quand même, est assez actif, mais je pense quand même qu'on a un bon receveur numéro 1 dans une équipe qui ne score pas beaucoup. Donc, il ne faut pas l'oublier. On ne parle pas d'Herbert qui va t'envoyer 4500, 5 milliards à la saison. Ouais. Ça, c'est une équipe qui est vraiment dictée par un excellent coaching pour vraiment avancer quand il faut avancer. Très bonne défense. Beaucoup de Jouer à la personnes se parlent, course. tu vois. Donc, si tu veux, ça reste bien coaché. Ça va jamais vous faire des 40 points comme ça a l'habitude de faire et de perdre un match parce qu'ils vont en prendre 41. Mais en tout cas, je trouve que l'équipe des Chargers est très constante. Lucho, Justin Herbert, meilleur match en fantasy cette saison. On a toujours identifié les Chargers comme une équipe à la course, avec notamment un J.K. Dobbins on fire depuis le début de la saison. Est-ce que là, ça rééquilibre un tout petit peu cette offense et on peut faire confiance dans le reste de la saison? Bah, écoute, lui, il est en train de prendre ses marques et ça, ça fait énormément plaisir de voir parce qu'on en parlait quand même beaucoup en début de saison. On en avait parlé pendant la pré-saison. On avait dit que c'était un rookie à suivre au poste de receveur, surtout dans cette équipe-là. Et on s'était dit que surtout que c'était dans une offense qui courait beaucoup, donc on n'allait pas forcément le voir la première année. Ouais. Là, on voit qu'il est capable de faire des très bons matchs. Il a fait un match énorme hier. Alors, c'était pas un super match d'un point de vue footballistique, c'était pas le plus plaisant à regarder, mais c'est vrai que les TD qu'il marque, ils sont vraiment magnifiques, surtout le premier où il te chope la balle sur la line et il arrive à te traverser le terrain en large pour aller marquer. On sait son talent, on connaît son talent, on sait que c'est quelqu'un de talentueux, c'est un très bon receveur. Très content de le voir à ce niveau-là et je pense que ça peut augurer de très bonnes choses pour cette offense. Parce que s'ils arrivent à imposer la course tout en réussissant à lancer la balle de temps en temps vers McConkey ou que ce soit Palmer ou Johnston, voilà, ça peut être que de bonnes choses pour cette équipe. Qui est très chiant. Oui. Ça va être un épouvantail. Ça va être, c'est moche, hein, c'est pas super agréable à regarder, mais ça va être très chiant à jouer. Mais quelques petites garanties. Enfin, c'est du Harbaugh dans le texte, et puis quelques petites garanties, en tout cas d'une semaine à l'autre. Ça fait plaisir côté Chargers. Le prochain focus qu'on avait, on l'a dit un tout petit peu lors de la présentation, c'est Jalen Hurts versus Saquon Barkley. Alors, Aptin en a un tout petit peu parlé. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour Saquon dans le reste de la saison. Saquon, c'est un mec qui va avoir des big plays et qui devrait courir même en dehors de la red zone et qui devrait avoir ses TD. Néanmoins, ça a été monstrueux côté Jalen Hurts. Est-ce qu'il y a... je me permets quand même de poser une question un peu vague. C'est pas mon style, mais est-ce qu'il y a quelque chose à retenir de cette démonstration? Je rappelle quand même que Davonta Smith, c'est 85 yards à la réception pour un touchdown et AJ Brown, 0 touchdown à la réception et 84 yards. Est-ce qu'il y a un truc à retenir de cette équipe des Eagles, Aptin? Pas vraiment, je dirais c'est un peu le problème qu'on a avec les équipes très fortes. On parlait des Chiefs, là peut-être les Bills qui ressemblent un peu plus à l'équipe des Eagles. Tu sais pas vraiment qui va sortir une copie pas ouf. Et je pense que là ils sont vraiment dedans. Quand tu es détenteur de Saquon en sachant, tu te réveilles, tu vas 37 points, tu sais que Saquon Barkley est l'un des meilleurs joueurs à son poste, tu dis oh, il a dû me faire une dinguerie et finalement tu vois que c'est plus le QB qui a pris tous les délais sur la goal line. La saison est longue, j'ai l'impression quand même qu'il est très bien utilisé et qu'il n'est pas surutilisé, donc ça peut aussi enlever une quelconque blessure de l'esprit. Mais j'ai quand même l'impression que ça marche plutôt bien. Donc moi je m'en fais pas, c'est juste que toutes les semaines il y a quelqu'un qui fera pas de stats dans cette équipe. Là, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est leur performance défensive hier. Ça a été hyper costaud. Les Bengals, ils n'ont pas réussi à avancer du tout. Et après offensivement, on sait que ça peut être très bon.
Et c'est vrai que défensivement, hier, ils ont été plutôt bons. Ouais, et du coup, tu penses qu'on retrouve des Eagles en meilleure forme pour le reste de la saison, ou alors c'est encore une fois d'une semaine à l'autre qu'on va vérifier ça. Mais est-ce que tu as senti, toi, une nouvelle dynamique côté Eagles qui est rassurant pour les fans? Moi, j'ai pas envie que ce soit rassurant, mais ça, c'est mon côté Niners. Non, mais si tu sors ce côté Niners. Si je sors ce côté Niners, oui, je pense que sur les dernières semaines, on voit qu'ils sont capables de faire de très bonnes choses. Et d'un point de vue 37 points fantasy, à Cincinnati. ouais, Enfin, moi, j'avais mis Bengals vainqueur, par exemple, pour te dire que le Moi niveau aussi. de confiance que j'avais. pareil. Franchement, moi, je trouve que là, c'était vraiment limite un statement dans cette victoire des Eagles, quoi. Ah oui, c'est pour ça que je te dis défensivement, ils leur ont marché dessus vraiment. Et offensivement aussi, étant donné qu'ils ont marqué 37 points. Mais moi, c'est vraiment la performance défensive hier qui a été très rassurante parce que c'était un peu leur point faible là, les autres semaines. Et là, c'est vraiment bien. Maintenant, voilà, on attend plus de Saquon forcément, parce que on était tous très hauts sur lui. Il fait pas un match Euh, ridicule, hein. Il non, 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 est, non, non, non. Non, mais je veux dire, tu restes toujours sur ta fin parce que tu sais qu'à 37 points, tu te dis, ouais, il va marquer 20 ou 25 points. Et au final, il a marqué la moitié. Surtout si tu fais le truc sur Sleeper et tu vois qu'il a 1 yard et tu dis vas-y, en Ah plus, oui, je c'est suis ça. à l'approche, Et- je me donne un moins Eh 6. oui. touche. C'était comme ça tout le long. Mais par contre, ouais, quand tu parlais des stats de Smith et de A.J. Brown, je pense que le plus impressionnant des deux, ça reste quand même A.J. Brown. Ce Smith Pourquoi? Smith au début du match, on s'était dit oh là là, il était encore à 0,3 points comme la semaine dernière. On s'est dit oh putain, ça va continuer, là, il va nous refaire une semaine de merde. L'action est dingue, hein. Oui, oui. L'action est absolument dingue. Le catch est magnifique, la passe est parfaite. Un peu dangereuse, mais magnifique. Ça On marche. avance avec un match qui nous a, je pense, enthousiasmé, qu'on soit fan ou non. On a là quand même une feuille de stats hallucinante côté Détroit Lions qui gagne 52-14 avec un quarterback qui n'a lancé que 15 fois, qui a fait 85 yards, mais tout de même 3 touchdowns. On a dans ceux qui ont marqué un touchdown, on a David Montgomery, Jahmyr Gibbs, Brock Wright, Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta et 2 fois Calif Raymond. 7 touchdowns. Quel match, Aptin, quelle équipe, quel play calling. Là, il y a juste à demander, c'est quoi le bilan de ce truc? Est-ce que c'est juste la meilleure offense de NFL, point barre? Alors, j'ai pas les stats, je dirais que visuellement, oui. Et ça, on savait un peu déjà parce que c'était vraiment l'un des épouvantails de la NFC avec SF, mais très rapidement, début de saison, on a vu comme peut-être que les Lions, c'était la vraie menace. La stat, elle est incroyable. Il faut vraiment se rendre compte de 12 completion et tu marques 52 points, quoi. Donc, c'est comme si tu prends ton petit frère et tu le défonces à Madden. J'ai l'impression que c'était plus ce type de match que tu as regardé. Maintenant, tu vois que ça vient de partout. Enfin, Gibbs, il est incroyable. Quand il prend un peu de vitesse, il est incroyable. Donc, je ne sais pas quoi te dire. J'ai l'impression que tout ce qu'ils ont essayé, ça a marché. Donc, ce qui est bien, c'est que je crois que c'était peut-être le match de la semaine dernière où Paris, ils avaient défoncé je ne sais plus quelle équipe et ils voulaient à tout prix faire marquer des linemen offensifs. Donc, c'est quand même assez. Ça montre quand même que tu as un playbook et des joueurs et une équipe qui est quand même extrêmement forte pour t'amuser à faire ça. C'est fun à voir, Lucho, on est bien d'accord. C'est fun à voir. On n'est pas fan des Lions, on va regarder les matchs quand même. Tous les dimanches avec Alex et avec Clément, on a ce débat, ce fameux débat en fantasy de starter 2 running backs. Est-ce que finalement, on est un peu comme il y a un an, début de l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, pardon, avec Bijan et Algier. Là, Montgomery, Gibbs, c'est des rouleaux compresseurs, c'est des mustards quoi qu'il. Ouais, parce que tu sais que cette offense-là risque de gagner une grosse partie du match, peu importe qui il y aura en face. Donc oui, pour moi, c'est des must-start, que ce soit l'un ou l'autre. Après, faut pas oublier dans les stats qu'on a là que Calif Raymond il marque sur un retour retour de punt ou retour de kick, que Sam Laporta marque sur une passe qui vient pas de Jared Goff non plus. Et David Montgomery.
de Montgomery, voilà, sur un trick play. Donc, Oui, les stats sont incroyables. Et cette offense-là, elle est magnifique. Et c'est une équipe qui donne envie de regarder la NFL, clairement. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner en playoff, parce que c'est toujours le problème de se dire, voilà, en playoff, on ne sait pas, sur un match, tout est Ils vont possible. vous tabasser. Voici ce qui va se passer en playoff. Ouais, enfin, tu vois, l'an dernier, ouais, après l'an dernier, on était quand même favori sur le match. Mais c'est vrai que enfin, cette équipe-là, elle fait vraiment énormément plaisir à voir. Et je suis très content qu'ils soient à ce niveau-là. Et j'espère vraiment qu'ils iront loin cette année. Je pense qu'ils vont prendre un defensive end avant la trade Oui. deadline, histoire de se renforcer un peu. Je dirais qu'à part la def contre la couverture, que je trouve un tout petit peu limite, c'est une équipe qui C'était déjà leur point semble... faible l'an dernier, hein, Exactement. le DB. Mais c'est vrai que là, ils risquent de se renforcer quand même, parce que là, là c'est l'année ou jamais, je pense. Zinkou, Aptin qui fout le bordel et qui dit le problème des Lions, c'est qu'ils sont trop forts et du coup, il n'y a pas assez de volume. D'un point de vue fantasy, toi, t'as quelques craintes avec les Lions? Bah, bien sûr, parce qu'on en parlait tout à l'heure, quand ton équipe tourne trop bien et que tu as quand même beaucoup de bouches à nourrir, tu as toujours un ou deux qui vont se retrouver un peu lésés. Maintenant, on parle de la meilleure offense de la NFL. On voit aussi que là, depuis, ça fait peut-être 20 matchs qu'on dit que Montgomery et Gibbs sont meilleurs duo de running back et que pour Oui. toutes les personnes qui les startent, les deux marquent quand même entre 15 et 20 points, les 15 points. Donc, si tu veux, à ce niveau-là, je mesurais peut-être un peu le fait de dire qu'il n'y a pas assez de volume parce qu'il marque quand même les points qu'on leur demande. Maintenant, bien sûr, si tu es le détenteur de Gibbs, enfin le propriétaire de Gibbs, même si ça fait très, très, très à l'ancienne de dire ça, mais de dire que s'il n'y a pas Montgomery, le mec marquerait entre 20 et 25 tous les matchs, bien sûr. Mais sauf que là, on est dans une offense qui marche. Et j'ai comme l'impression qu'ils marquent quand même, enfin qu'ils rendent les détenteurs de ces gars-là assez joyeux en fin de match fantasy. De toute Oui, façon, ça leur permet, Vas-y. excuse-moi François, je Non, te non, je t'en coupe, prie. mais ça leur permet aussi de garder ces running backs en bonne santé, parce qu'ils échangent, ils se fatiguent pas trop, et ça c'est plutôt une bonne chose pour eux le restant de la saison. On nous dit que au niveau des receveurs, c'est la dèche, à part Amon-Ra St. Brown. Calif Raymond, l'air de rien, c'est quand même 9,30, 11,40, 14,40 lors des 3 dernières semaines. Il y a de la variété au poste de tight end, la variété au poste de running back. Donc évidemment que d'un point de vue des receveurs en fantasy, bah, tu ne vas pas en démarrer 3-4 comme on pourrait avoir dans d'autres équipes. Les Bengals ont bien 4 receveurs qui nous attirent et pourtant c'est difficile d'en starter un autre que Ja'Marr Chase. Donc parfois, abondance de biens nuit parfois. Là, ce serait le cas. À part Calif Raymond et Brock Wright, dans les 4 autres, je pense qu'il n'y a pas trop de réflexion à avoir. Donc la dèche d'un point de vue receveur pour la fantasy ou pour le réel, ça semble pas être trop un problème. Je répondais à ce qu'il y avait dans le chat. La prochaine équipe qui nous a un peu surpris, on en a parlé un tout petit peu au tout début, c'est évidemment suite à la blessure de Deshaun Watson, l'arrivée au poste de quarterback de Jameis Eminem Winston, qui nous a encore sorti un bel interview après le match. Il n'empêche qu'on n'a jamais vu les Browns aussi bons cette année et que la semaine dernière avait été dit lors des waiver wire qu'il était intéressant de prendre Cedric Tillman suite au trade d'Amari Cooper, puisqu'il allait être un tout petit peu le seul à recevoir les ballons côté Browns. Cedric Tillman nous répond avec 7 réceptions, quasiment 100 yards et 2 touchdowns. Lucho, Cedric Tillman, s'il est encore disponible, waiver wire numéro 1. Et qu'est-ce qu'on fait pour la suite de la saison? Je te donne un tout petit indice sur le calendrier. Les Chargers en week 9, bye en week 10, et après, c'est la Nouvelle-Orléans. Ouais, c'est quelqu'un à aller chercher, de toute façon, on l'avait dit la semaine dernière, et ça va être un des top waivers à n'en pas douter cette semaine s'il n'a pas déjà été pris la semaine dernière. Il a fait une énorme performance hier, il a été très très bon dans tout ce qu'il a fait, ses TD, ils sont hyper bien joués. Moi, je trouve qu'on a toujours été très dur avec Winston, dans le sens où, alors on sait qu'il peut balancer des pizzas à tort et à travers, mais ça, quelqu'un, d'un point de vue fantasy, je trouve qu'il a toujours été très intéressant.
Et quand tu l'as en tant que QB, tu sais qu'il va lancer. Il va énormément lancer. Tu l'as dit très bien tout à l'heure. C'est pas forcément le meilleur ami des running backs, donc tu sais qu'il va lancer. Il va lancer beaucoup. Donc forcément, les receveurs, ils vont devoir attraper la balle. Entre Tillman et Njoku, je pense que c'est les deux gros vainqueurs de son arrivée. Et faut pas oublier aussi Elijah Moore, qui peut ne pas être très cher et qui peut aussi être utilisé un peu plus souvent qu'avec notre cher Deshaun Watson. Elijah Moore, pour info, lors de ce match, c'est 12 targets, 8 réceptions, 85 yards à la réception, tout ça sur cette week 8. Est-ce que tu peux me dire le nombre de passes tentées par Winston, s'il te plaît? Oui, bien entendu. Il doit être à 30-35, non? Il est à 41 passes tentées, 27 complétées. Du James dans le texte. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que là, les receveurs, oui, ça va être du must-have à avoir forcément. Quoi. Aptine, c'est quoi ta lecture sur cette équipe des Browns? Non, assez d'accord. Je pense que juste Lucho, tu as oublié de me mentionner Jerry Jeudy, qui est peut-être quand même la première option derrière Njoku. Maintenant, on va avoir beaucoup de ballons pour beaucoup de receveurs. Moi, Tillman, j'étais très très impressionné déjà lors du dernier match. Je reviens sur l'épisode de la semaine dernière, au même moment, je disais que pour moi que c'était le waiver numéro 1. Maintenant, il y a quand même beaucoup de bouges, donc là, on va tomber dans qui va scorer, parce que je pense que ça reste les Browns, et en plus, ça va pas être 40 points par match. Mais j'ose espérer qu'ils arrivent quand même à garder le jeu à la course en vie, parce que c'est ce qui faisait la force des Browns sur les dernières semaines. Donc arriver peut-être à un certain équilibre avec cette équipe. À noter aussi des DB qui manquaient côté Ravens, dont Nate Wiggins. Mais je dis pas que ça explique, mais que ça joue quand même un peu dans la balance. Et de toute façon, quand tu cites Eminem, t'es obligé d'être de Will, quoi. Ouais, surtout ce texte-là, quoi, ça te donne envie. Quoi. C'est sûr que si on arrive à avoir un tout petit peu plus d'équilibre, si Stefanski arrive à amener un tout petit peu plus d'équilibre avec Nick Chubb et ce jeu à la passe qui semble être un tout petit peu retrouvé, ça risque d'être un peu compliqué. Là. Pour les adversaires, je rappelle que juste après, ils ont par contre 5 semaines horribles dans la défense contre la passe. Ils ont un calendrier qui est vraiment compliqué. Oui, tu peux serrer le point à Aptine. Tes Steelers sont toujours favoris pour ta division. Messieurs, il est temps de paniquer. Il est temps de paniquer fort. Alors, on en a parlé. Il y en a un dont on a mentionné qui était Anthony Richardson, qui nous a fait un match encore très bizarre. Lucho ne semble pas très inquiet sur l'avenir de Richardson et Aptine un petit peu plus. On ne va pas réévoquer celui-là. On va parler des deux autres. On a Aaron Rodgers et les Jets. Les Jets qui sont à 2 victoires et 6 défaites. Un Garrett Wilson, Davante Adams, Breece Hall, Braylon Allen. Une offense qu'on n'arrive pas trop à lire, qu'on n'arrive pas trop à deviner. Aaron Rodgers, il fait quelques points, l'air de rien d'un point de vue fantasy, mais c'est les 3 autres qui nous inquiètent. Lucho, toi, quand tu as des joueurs des Jets aujourd'hui, c'est quoi qui prédomine? Est-ce que c'est le fait que Aaron Rodgers on n'arrive pas à savoir à qui il va donner le ballon et ça va être un enfer, ou que le jeu de course est vraiment pas assez utilisé et alors Breece Hall est presque un flex maintenant? Non, je ne vais pas dire jusqu'à flex parce que on voit qu'il a été utilisé à la passe cette semaine. Sur les 2 dernières semaines, tu vois, depuis l'arrivée d'Adams, où on disait qu'Adams allait vampiriser un peu les réceptions et les passes, on voit que Wilson a quand même été beaucoup utilisé. Hier, il a été encore quand même beaucoup utilisé, donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les honneurs de Wilson. Maintenant, oui, il y a énormément d'interrogations sur Rodgers. Il a clairement plus le niveau qu'il avait avant, ça on s'y attendait un petit peu, mais là c'est alarmant. Maintenant, je panique sur Rodgers si tu l'as en starter et si tu t'es dit ouais vas-y je l'ai en QB1.
Maintenant, pour Wilson, je suis pas plus inquiet que ça parce qu'il continuera d'avoir les targets. Pour Hall, s'il est mobilisé à la passe, ça restera un bon RB2, même si ça sera pas forcément un RB1. Aptin, 8 targets pour Wilson, 6 targets pour Davante Adams. Un calendrier qui est Houston, Arizona, Indiana avant la bye. Là, on voit Panic Meter. Est-ce que finalement, c'est Panic Meter? Qu'est-ce qu'on attend des Jets? Franchement, c'est ça un peu la question. Qu'est-ce qu'on attend? Je pense que ce qu'on attend des joueurs qu'on a draftés, c'est clairement pas enfin, on s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi peu. Si J'arrive mauvais, toujours tu pas peux dire. Non, mais Mauvais. c'est pas mauvais parce qu'au final, tu vois, même un Brissot, Ouais, ça sera plutôt bien. tu vois, dans les 3 premiers weeks, on disait, bah, c'est clairement le pick numéro 1, tu vois. Donc après, il y a un down. Je pense qu'il y aura un peu de up qui va revenir maintenant. Enfin, il y a trop de receveurs pour une équipe qui marque pas beaucoup. Donc, enfin, Conklin, à un moment, enfin, tu vois, si tu te retrouves à starter alors que tu as des superstars dans son équipe, c'est quand même un problème, tu vois. J'arrive pas à me dire que les Jets, jusqu'à la fin de saison, vont marquer beaucoup de points. Ça va être quand ils vont gagner, c'est la défense qui va gagner, Rodgers qui va plus ou moins manager. Mais pour moi, je trouve que Wilson est plutôt bien utilisé. Je pensais vraiment qu'il allait être, que Adams allait très rapidement passer receveur numéro 1. Maintenant, moi, je suis beaucoup plus inquiet sur Adams, qui, je pense, se mord déjà les doigts de son choix, et un Rodgers qui va peut-être baisser les bras plus rapidement que prévu si les défaites s'empilent, parce que clairement, si week 2, je sais pas moi, 10 ou 12, eh ben, ils sont déjà hors des playoffs. Je suis pas sûr que Rodgers se pousse, et là, vous allez vous retrouver bien dans la merde avec le QB qui va starter avec vos superstars. Moi, je commencerais peut-être à me dire, là, tout de suite pour les playoffs, si vous avez déjà, on va dire, un bon standing, qu'est-ce que je fais de mes assets Jets? Et parce que, alors, c'est une bonne question parce que j'allais demander à Lucho, quand tu vois le calendrier, quand tu vois ce qui est possible d'être fait, tu te demandes si t'es pas obligé de les starter finalement. Et en fait, du coup, tu startes, mais j'y vais, mais j'ai peur, hein, comme dit l'autre. Ouais, c'est exactement ça, mais à la position à laquelle tu les as draftés, tu es obligé de les starter. Parce que Wilson, tu l'as drafté relativement tôt, peut-être dans le top 10 WR, bah même sûr qu'il était dans le top 10 de beaucoup de monde. Adams, c'est pareil. Alors, il était censé être aux Raiders, mais t'es obligé de les starter, ces mecs-là. Tu peux pas te dire non, bah non, je vais Ouais. pas les starter, je vais mettre quelqu'un d'autre. T'es obligé. Et Wilson, je persiste à dire qu'il reste quand même très utilisé dans cette offense. Oui. Il a des scores quand même relativement corrects, même si on s'attendait forcément à un plus venant de sa part. Mais il a quand même une utilisation, il a des targets, il a des passes, il a des réceptions. Donc, ça reste un joueur que tu es obligé de starter. Il vient d'enchaîner, si je puis me permettre, Lucho, 96, 97, 100 et 98% des snaps. Oui, donc C'est monstrueux, hein. Donc il est même pas dans la rotation, Wilson, il est toujours là. c'est ça, il est toujours là. Moi, je rejoins complètement Aptin quand il dit que c'est celui qui me fait peut-être le plus peur, c'est Adams. Très bien. Passons aux Bears, mes amis. Caleb Williams, qui est là à l'affiche de notre visuel. Caleb Williams, avant ce match, c'était le quarterback 6-1 lors des 2 semaines avant la bye. Arrive Washington, il devient QB 27. On a une offense où on ne sait pas trop quoi faire. Il y a 135 yards à la passe côté des Bears. On a DJ Moore, Keenan Allen, Rome Odunze, Colkmet. Donc en fait, comme je réutilise l'expression d'Aptin du soir, des bouches à nourrir avec très très peu de yards à la passe. Donc Aptin, Des bouches qu'est-ce à qu'on nourrir fait? avec un mauvais cuisinier. C'est un bon résumé, sauf que le mauvais cuisinier, il a été quarterback 6-1 2 semaines avant la bye. Donc est-ce que c'est un si mauvais cuisinier que ça? Est-ce Moi, que c'est je qu'est-ce qu'on suis un pense mauvais là? cuisinier, mais j'ai déjà fait des bons plats. C'est exactement ce qui est en train de se passer. On parle de rookie. On a parlé de comment il s'appelle, d'Harrison tout à l'heure. Tous les rookies vont être extrêmement, extrêmement, extrêmement irréguliers. Là, l'offense des Bears est quand même assez bien construite, mais on voit que dans des matchs où ça va être assez défensif,
l'équipe ne va pas performer, c'est vraiment la défense qui va faire le boulot. Maintenant, déjà, rapide aparté, bien fait pour les Bears de perdre ce match, parce que vraiment, du début à la fin, je comprenais même pas comment tu arrives à essayer de tenter alors que tu es derrière, commencer déjà à trash-talker le banc quand tu vas te manger à Elmery, tout ça c'est bien fait. Oh, Maintenant, ça c'était sublime. juste, un aparté. Mais je te dis, Maintenant, tout le l'offense, match, il a fait ça, Stevenson. Il a fait que de la merde tout le il a match. fait que de la merde. Il a fait McLaurin, tu veux vraiment énerver McLaurin, vas-y, bah, bonne chance. Et bon, Et il a bref. pris un flag d'ailleurs hein, pour Oui, énerver Bien sûr mais, qu'il a Jordan pris un mais Love. flag. normal, mais bien Ah sûr, oui. mais heureusement. Parce qu'il trash talk, il vient et en plus après je crois il met une pêche à lineman, tout ça Hmm. pour à la fin. Lui, ce qui est bien, c'est qu'il y a 2 jours, je le connais, enfin hier à la même heure, je le connaissais pas. Maintenant, je me dis, je vais lui envoyer un tweet pour dire que cher monsieur, signé fan de France. Mais c'est Il bon. m'a fait penser à Josh Norman quand il avait été tradé aux Giants qui devenait comme ça. Enfin bref, Ouais, franchement, même bon style. bref. Maintenant, pour revenir à l'offense des Bears, bon, Swift au final, ça reste plutôt une bonne surprise par rapport Oui. où on l'avait drafté. Je trouve que vraiment, ça reste quelqu'un qui peut-être la personne la plus régulière de cette équipe. Je ne pensais pas dire ça un jour. Maintenant, l'offense des Bears sera dictée par Caleb et dans les matchs pour moi qui s'annoncent défensivement difficiles, j'ai du mal à me dire que je vais starter quelqu'un. Pas Tout mal. à l'heure, tu parlais qu'il était QB6 et QB1. Est-ce que tu peux nous redire contre qui il a joué pour faire ces performances-là, s'il te Bah, plaît? c'est sûrement déjà Jacksonville parce Voilà. que c'était à Londres. Donc voilà. Et Tout pour moi, d'un les matchs de coup, Londres ne comptent même pas parce que c'est vraiment un Non, truc mais qui se passe. à un donc moment donné, voilà, il faut on parler veut être des faits. désagréable. Je suis désolé, Donc tu sais que je t'adore, Eh mais à bah, un Holmes, moment s'il joue donné, contre Jacksonville, il fait pas QB, hein, je préfère alors, je du me coup, cache pas à faire. je me permets d'afficher le commentaire de Nimodo qui nous dit Caleb, c'est tout de suite plus dur quand il ne joue pas les Panthers et les Jags. Tu as ta réponse, mon chouchou. voilà. Donc c'était des félins. Je suis désolé de dire ça. Les Commanders, cette année, franchement, c'est une équipe pareille. Tu vois, avec les Lions, c'est peut-être l'équipe qui me fait le plus plaisir à voir. Oui, Dans le complètement. sens où tu sais que les Commanders, ils reviennent de tellement loin. Et on disait que cette année, ça allait être encore très compliqué après la Mm. draft. L'arrivée de Dan Quinn, elle a fait quand même beaucoup jaser. Oui. On s'était dit que oui, il ne va pas être à la hauteur et blablabla. Force est de constater qu'ils sont très bons, qu'ils font plaisir à voir jouer, qu'ils ont un bon QB rookie. Défensivement, c'est pas mal. Hier, je sais pas, ça a dû te faire plaisir. Mais quand tu vois Louvou mettre un gros taquet à Caleb, j'ai pensé à toi direct, j'ai explosé de rire. Bah, cette équipe a fait plaisir à voir et défensivement, pareil, ça va être du poil à gratter en AFC. Et voilà, Caleb, oui, il fait ce qu'il a à faire. Pas forcément super bien. Je trouve qu'il panique un petit peu encore sur certaines passes et certains moves. Mais ça va s'améliorer au fur et à mesure. Après, il y a beaucoup de bouches à nourrir aussi. Le calendrier des oursons, c'est Arizona, la Nouvelle-Angleterre, Green Bay, Minnesota, Détroit et San Francisco. Bon, c'est pas infaisable d'un point de vue fantasy, mais ça va être Sur dur les pour derniers faire ses matchs, rosters. Ses sur les rosters. derniers, ça va être dur. Et complètement. Je prends un joueur comme Keenan Allen, par exemple, qui est un joueur qu'on a envie de starter parce qu'on connaît Keenan Allen, on sait ce qu'il nous a fait en fantasy pendant des années. C'est extrêmement compliqué de gérer le cas Keenan Allen. Hein. Romo Dunze, j'en parle même pas parce que c'est un rookie et donc on voit souvent les rookies un petit peu plus beaux qu'ils ne sont réellement et qu'on sait que c'est une offense qui peut tourner. Mais Keenan Allen, c'est 4.9, blessé, 3.4, 4.8, 18.6 contre les Jacks et 4.9. Donc au final, c'est presque irrelevant, quoi. C'est un stash. Imaginons que DJ Moore, tu le gardes juste au cas où DJ Moore se blesse, quoi. Ouais. Et c'est bien ça le C'est problème. Mais terrible. même DJ Moore, tu vois, moi je l'ai tradé là, cette semaine en trophée FB en me disant qu'il allait faire une grosse semaine. Tu vois, là je me suis assis dessus. Hein. Oui, complètement. Messieurs, le dernier chapitre rapidement, c'est les prévisions au niveau des blessures. Qu'est-ce qu'on a eu comme blessé cette semaine? On a eu Jordan Love, on a eu Stephon Diggs. Jordan Love, en théorie, on ne Inquiétant. sait pas trop. Diggs, Mais Malik Willis devrait le remplacer. Stephon Diggs, qui s'est fait mal au genou. Alors là, ça peut être grave. Je pense que les Texans ont vraiment hâte que Nico Collins revienne
peut-être en week 10 pour Nico Collins. En attendant, ceux qui vont bénéficier, ça va être Tank Dell. Et peut-être, on a vu un tout petit peu plus de Hutchinson. alors Hutchinson, mais je pensais à Papy Woods, Ah oui. Robert Woods, Robert. qui était encore un tout petit peu là. Mais c'est certainement Dalton Schultz aussi qui pourrait récupérer un petit peu de la blessure de Stephen Diggs. Christian Kirk, out season. Tous les problèmes du dimanche quand on ne savait pas quoi faire de Chris Kirk, c'est fini, mes amis. Chris Kirk s'est blessé. On ne veut pas du mal des gens, mais force est de constater que c'est Brian Pour les Thomas personnes qui season. nous écoutent en podcast, qui ne coupent pas la vidéo, Franz est en train de parler de la blessure de Christian Kirk en célébrant un touchdown. Je fais juste le. Les bras en Et l'air. surtout en disant on ne souhaite pas le mal de quelqu'un, n'empêche qu'il célèbre quand même. Voilà. Ah, non, mais mon frère me comprend parfaitement. Chris Kirk est notre débat depuis 3-4 ans et ça nous gave. Donc, je pense que c'est fini, Chris Kirk et moi, c'est fini. Brian Thomas season, il a un petit peu mal aux côtes. On espère que ça le fera. Gabe Davis, pas vraiment relevant à ce niveau-là. Jordan Mason. Et alors, c'est drôle parce que Jordan Mason, lors de l'explication des résultats du week-end, il y avait une question intéressante de je ne sais plus qui disait est-ce que Jordan Mason, Lucho, ce n'est pas le drop de la semaine? J'en parlais aujourd'hui, alors je sais plus avec qui j'en parlais, mais oui, pour moi, c'est le drop de cette semaine. CMC devrait être de retour. Sa fenêtre a été Vas-y. ouverte là aujourd'hui. Non, pour moi, enfin, je reste persuadé que CMC sera de retour après la bye week, parce que là, on est en bye la semaine prochaine. Donc, week 10, normalement, il devrait être là. Et je le vois pas limité. Et Guindo a fait un très bon, comment on peut dire ça, un très bon remplacement. Donc, je pense que Mason, il sera mis un petit peu sur le côté. Deebo Samuel a un petit peu mal aux côtes, il a une pneumonie, il a un ongle qui tombe, il a les poils qui le piquent. On ne sait pas, il y aura toujours quelque chose chaque semaine, donc a priori, il va jouer. Ça, c'est toujours la même chose avec Deebo Samuel, enfin, on verra. C'est du day-to-day avec Deebo. Normalement, Lucho, Jawan Jennings devrait revenir la semaine prochaine. Je l'espère. Il pourrait être du coup le receveur 1 bis pour ceux qui ont eu la patience de le garder. Et aller chercher Persol sur le waiver. Et Ricky Persol a fait son petit bonhomme de chemin pendant ce match. Ouais. Il va être intéressant. Drake May s'est blessé. Alors, un enseignement du match Jets New England, c'est que Drake May est un bon quarterback. Et que, déjà a sur les autres priori, semaines. oui, non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les Patriots ont réussi à un peu fonctionner. Et que du coup, avec Drake May en qualité de quarterback, c'est rassurant pour démarrer Drake May dans le reste de la saison. Il y a des armes, il y a de quoi faire. Donc, a priori, soyez patient avec Drake May. Il a une commotion. Les commotions, c'est généralement 2 semaines. Donc, il ne devrait pas jouer en week 9 et donc d'être de retour pour la week 10. Kendre Miller s'est blessé, DJ Moore s'est blessé, on n'a aucune news par rapport à eux, donc à voir, on en a parlé un tout petit peu pour DJ Moore, Keenan Allen et Rome Odunze. Les waiver wire à prendre côté quarterback, Matthew Stafford, Bo Nix, Jameis Winston. Jameis est évidemment le waiver wire de la semaine d'un point de vue QB. Je pense que Bo Nix est un petit peu plus utilisé un petit peu plus déjà dans les rosters que Jameis Winston, parce que ça fait un petit peu plus de temps qu'il a performé. En tout cas, s'il est encore disponible, et notamment aussi Matthew Stafford, qui, lui, dans des ligues à peu d'équipes, peut être encore disponible, a montré que c'était encore un quarterback bien présent, surtout avec le retour de Puka Nacua et de Cooper Kupp. Encore, reste à voir ce qui va se passer avant la trade deadline. D'ailleurs, c'est assez ouf ce qui s'est passé avec les Rams. On n'en a pas beaucoup parlé, même pas parlé du tout, mais c'était une équipe qui était à 2 doigts d'imploser. On parlait de Stafford aux Vikings, on parlait de Puka Nacua, non, c'est ça qui ne bougeait pas. De vraiment, en fait, les 3-4 meilleurs joueurs partir dans des équipes différentes. Et là, en fait, on est en train de se dire, mais ils ont un très bon niveau dans la NFC, donc s'ils arrivent à enchaîner 3-4 matchs avec l'équipe qu'ils ont, et les retours, c'est tout à fait possible. Donc, c'est assez fou ce qui se passe. Donc, c'est même un peu les Browns aussi. On pensait que ça allait imploser.
on parlait de 3-4 pièces qui allaient bouger, donc Amari Cooper qui était le premier à bouger. Donc là, en fait, on est peut-être en train de se dire que les équipes qui étaient à 2 doigts de tout lâcher commencent à gagner des matchs et peut-être pas forcément justement de mouvement du coup sur le marché de transfert. Ça est à suivre vraiment. Oui, complètement. Nimodo qui nous dit Bonix, jamais j'arriverai à le start en incubé. Détrompe-toi, mon poulet. Baltimore, c'est pas une grande défense contre les QB de manière générale en fantasy, c'est-à-dire que les QB performent bien face à Baltimore. Kansas City, c'est pas dingo. Atlanta, Las Vegas, Cleveland, le calendrier est très très favorable pour nos Broncos et Bonix pourrait tirer son épingle du jeu. Donc je serais toi, je reconsidérerais un tout petit peu cette réflexion. Alors, juste pour ça, moi déjà j'étais d'accord avec ce qu'il avait marqué et quand tu as cité les 4 équipes qui avaient joué, je me dis attends, mais les 4 équipes elles sont fortes. Mais enfin pas fortes contre le QB, mais non, pas d'un point de vue statistique en fantasy. C'est la beauté de notre jeu. Et on va tous faire un pari dès maintenant. Et Bonix, tu vois qu'il cartonne contre les Chargers, qui est une super défense contre la passe. Il a très bien joué contre Tampa Bay, il a très bien joué contre Las Vegas. Il va rejouer Las Vegas, donc tu vois, tout est encore faisable. Et franchement, cette équipe a vraiment bien déroulé. On termine rapidement puisqu'on est un tout petit peu long. Les receveurs, Cédric Tillman, on en a parlé. Keon Coleman, bien entendu, mais ça fait longtemps qu'on en parle. Josh Downs, on a eu un débat sur lui et vous avez une petite liste pour ceux qui sont en podcast. N'hésitez pas à aller sur YouTube ou sur Twitch, aller regarder la vidéo de cet épisode pour aller voir les autres noms. Il y aura un article également sur le waiver wire, bien entendu, et ce sur fantasyballers.substack.com. Notre site internet sur lequel on donne plein de conseils et d'articles sur la fantasy et la NFL de manière générale. Un autre site internet sur lequel il faut vous attarder parce qu'il est super bien fait. Vous avez l'ensemble des ligues de Fantasy Ballers avec vous, les managers qui nous suivez. C'est fantasyballers.fr. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à construire ce site, d'Espina et Chloé, je crois. Je crois que c'est Chloé. Et ça. Chloé. Donc merci beaucoup à eux, c'est un super site. Donc fantasyballers.fr. Je rappelle, mercredi, la 200e, on essaie de faire un épisode un petit peu spécial. Venez nous écouter, on va bien se marrer. Jeudi, le halftime show, Lucho avec un invité de marque comme d'habitude. Comme d'habitude. Présent sur le chat d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Fabuleux, avec notre Lala Packers national. Et dimanche, le warm-up pour nous aider dans les prochains rosters de la Halloween Week la semaine prochaine. Messieurs, merci beaucoup de votre présence avec moi. Ce lundi soir, on a été un petit peu plus long, mais on avait de belles slides présentées par le chef à montrer et un beau week-end à débriefer. Merci de votre présence. Merci. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Ciao.